Tes mémoires, Étienne Tshisekedi Wamulumba reste une figure incontournable de la lutte politique en République démocratique du Congo. Toute sa vie, il s'est dressé contre l'arbitraire, défendant sans relâche l'état de droit, la démocratie et la dignité du peuple congolais. À travers le témoignage d'un compagnon de lutte, nous replongeons dans le moment décisif de ces combats, notamment les débuts, les ruptures courageuses, les sacrifices consentis et l'héritage politique laissé à la nation. Un regard de l'intérieur sur l'homme, le leader et la mémoire d'un combat toujours vivant. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, meilleurs vœux 2026 à vous et bienvenue à ce nouveau numéro de Salon Patriotique dont voici le portrait d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, né le 14 décembre 1932 à Kabeya-Kamwanga, dans l'actuelle province du Kasaï oriental, Étienne Tshisekedi appartient à la première génération d'intellectuels congolais formés après la période coloniale. Docteur en droit, il intègre très tôt l'administration publique et s'impose comme un juriste rigoureux et respecté. Au lendemain de l'indépendance, il participe à la construction de l'État congolais et fait partie des 13 signataires du manifeste de Lancélé en 1967. Texte fondateur du mouvement populaire de la Révolution, mais face à la dérive autoritaire du régime de Mobutu, Étienne Tshisekedi choisit la voie de la rupture au nom de ses convictions démocratiques. En 1980, il co-signe la célèbre lettre ouverte des 13 parlementaires, un acte politique courageux qui marque le début de son long combat contre la dictature. Arrestation arbitraire, empoisonnement, assignation à résidence et exil jalonnent alors sa vie politique sans jamais entamer sa détermination. En 1982, il fonde l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDP sans sigle, premier grand parti d'opposition en République démocratique du Congo. Ce parti devient rapidement un symbole d'espoir pour des millions de Congolais. Le peuple les surnomme affectueusement Yachichi, le père de la lutte démocratique. Figure centrale de la conférence nationale souveraine au début des années 1990, Étienne Tshisekedi est nommé Premier ministre à plusieurs reprises, mais constamment empêché d'exercer pleinement le pouvoir. Ces évictions successives illustrent la peur qu'inspirait son engagement au ténat du système. Après la chute du régime de Mobutu, Étienne Tshisekedi reste fidèle à sa ligne politique, ni compromis, ni renoncement. Il s'oppose aux régimes successifs et continue de dénoncer ce qu'il considère comme des fraudes électorales et des dérives institutionnelles, notamment lors de l'élection présidentielle de 2011. Homme de principe, parfois perçu comme intransigeant, Étienne Tshisekedi Wamulumba a consacré plus de 40 ans de sa vie à la lutte politique sans jamais accéder au pouvoir suprême. Mais il a marqué l'histoire par sa constance, sa rigueur morale et son refus de trahir ses idéaux. Décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, le Sphinx de l'Humanité laisse derrière lui un héritage politique et moral considérable. Il n'a peut-être pas gouverné la République démocratique du Congo, mais il a contribué à éveiller la conscience citoyenne de toute une nation. Étienne Tshisekedi Wamulumba est au centre du débat au Salon Patriotique. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement suivi, les témoignages sur ce grand homme de l'histoire politique congolaise. Nous allons le suivre ou le découvrir avec Crispin Kakwaka-Katombe, avec nous sur ce plateau, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Bruno. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Alors pour commencer, dites-nous dans quel contexte vous avez rencontré Étienne Tshisekedi Wamulumba? Merci. Étienne Tshisekedi Wamulumba, je l'ai rencontré pour la première fois lors de la réconciliation avec ses pairs quand ils se sont décidés de créer un deuxième parti politique. Et c'était chez Kadima Tchovo. Et puis ensuite... Là, nous sommes dans quelle année comme ça? Nous sommes en
en 78. 78. En 78. Et plus précisément où? Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Vous l'avez la connu ici à 6e rue, Kinshasa? ici à Kinshasa. Hein. Et puis, après notre première arrestation, en 82, quand on nous a amnistiés en 83. À peine vous les rencontrez, déjà les arrestations commencent? Non, en 78, ils se sont dit qu'ils devaient faire autre chose différente du MPR. Nous sommes en 78. Alors pour faire cette histoire-là, ils se sont dit, entre eux, ils ne s'attendaient pas. Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque j'étais ici pour la première fois, que Tshisekedi et Ngalola ne s'entendaient pas, Kalonji et Ngalola ne s'entendaient pas. Alors ils ont dit, pour bien mener la lutte, il faut que nous puissions d'abord nous réconcilier nous-mêmes. C'est dans cette période que oui, je revenais de Lubumbashi où j'ai terminé mes études, je suis venu ici à Kinshasa et dans ce tourbillon et comme j'étais toujours trop attaché à un des leaders de chez moi, Kabou Kadiranzevu. Alors, c'est comme ça que j'étais dans tout ce méandre-là. Alors, pouvez-vous nous décrire les climats politiques de cette époque-là? Je voudrais d'abord finir comment. Et la deuxième fois, on va se retrouver en 1983 chez le premier commissaire d'État, Mpinga Kassende, qui avait perdu son père. Et nous y sommes allés pour le consoler. Eux aussi sont venus. À ce moment-là, nous étions déjà en activité. On revenait de Joël, de Mobutu, de Sénéry, si vous voulez bien. Alors, nous nous sommes retrouvés là-bas et on leur a montré, voilà les jeunes Turcs qui menaient toutes les actions quand ils étaient à Kisangani. Et voilà, là, c'est la vie politique qui commence. Autrefois, nous sommes. C'est comme Kadiranzevu qui va m'amener, il va me tenir en main, qui était son grand ami, pour dire que voilà un jeune du territoire de Ngandanjika que je vous présente. Ah, justement, c'est là qu'il fallait vraiment commencer pour nous permettre la compréhension. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, il a dit voilà un jeune politicien que je vous présente de territoire de Ngandanjika et plus précisément de la grande chefferie de Benakaramba. À cette époque, il était déjà politique. Bien sûr, il était déjà politique. C'était quoi les climats politiques qui régnaient à cette époque? À cette époque, comme vous le savez, c'était déjà des tensions. Des tensions, donc il y a eu la guerre de 80 jours, il y a eu la mégestion, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que Etienne Tshisekedi puisse quitter Mobutu. Il a trouvé que non, ce n'est pas ce qu'on s'était entendu. Alors, je ne peux pas accepter de continuer au moment où il y a eu une forte dictature et tout ça. C'est comme ça que le climat qui avait entouré cette période. Alors, quel souvenir marquant gardez-vous de premiers engagements politiques d'Etienne Tshisekedi au Mulumba, des mémoires? C'est un homme énigmatique. Un homme énigmatique. Donc, sa résistance, la fermeté, vous voyez ça, n'est-ce pas? Les antivaleurs. Donc, il ne voulait pas de ce genre de choses. Et ça m'a beaucoup marqué. Ses premiers engagements politiques. Oui. Donc, il a refusé le luxe. Il a refusé de l'argent pour pouvoir restaurer la démocratie dans ce pays, pour qu'il y ait la dignité du peuple congolais. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a, à cette époque, attiré vers Etienne Tshisekedi au Mulumba? Oui, voilà. Donc, du moment qu'il s'était décidé tous de combattre Mobutu, vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez été attiré par son courage. Exact. Donc,
son charisme, son courage. Parmi ses pairs, il était un homme très, très ferme dans ses prises de position. Alors, qu'est-ce qui les distinguait des autres leaders politiques de son temps? Mais c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Ce qui le distinguait de ce leader-là, c'est sa fermeté et, je dirais, sa résistance. Il résistait au mal. Donc, il résistait. Même, vous savez ce qui était intéressant chez Étienne Tshisekedi? Même si il était victime de brimades. Moi, j'ai vécu une histoire terrible. Je ne sais pas si vous avez appris d'un certain Zing Zong. Zing Zong, c'était un militaire, des tueurs de Mobutu, qui se sont infiltrés chez Étienne et pour les tuer. Étienne va venir, il dit, un homme ne meurt jamais dans la maison. Je suis là, tuez-moi. On n'a pas su les tuer, mon frère. Et ça, c'est un phénomène que j'ai vécu. On n'a pas su les tirer. Ouais. Alors, comment est née la décision de rompre avec le pouvoir en place pour entrer dans l'opposition? Quand il y a eu une très forte dictature, il y a eu la mégestion dans ce pays. Et ça, ce sont des antivaleurs que lui ne pouvait pas supporter. Et il s'est décidé d'aller dans l'opposition. Et c'était facile? Oh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Comment a-t-il géré ces basculements-là? Bon, c'est un homme qui supportait tout. Hein. Il a géré cette situation en acceptant tout ce qui pouvait lui arriver. Hein. Alors, la création de l'UDPS a marqué un tournant. Comment avez-vous vécu cette période de fondation? Oui. Vous savez, tout a commencé quand nous étions étudiants à Bachi. Et Mobutu, les années 73, 72, Mobutu a commencé à faire des histoires qui ne pouvaient pas nous enchanter. Alors nous étions encore étudiants. Alors, à ce moment-là, nous avons dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, lorsque je suis arrivé ici, et que ce mouvement-là devait commencer, voilà comment je me suis intéressé à la politique. Alors, quel sacrifice personnel Tshisekedi a-t-il dû consentir pour rester fidèle à ses convictions? Déjà dans l'opposition. Tshisekedi a connu les bannissements, donc des relégations, des arrestations, des brimades. Et les bannissements n'étaient pas seulement dans sa province. Et même, on l'a envoyé à Oshwe, on l'a envoyé à Isangui, on l'a envoyé... Donc, voilà, donc, des gens de sacrifices que Étienne Tshisekedi a connus pendant sa vie politique. Alors, avez-vous été témoin d'un moment de doute ou de découragement chez lui? Comment les surmontait-il? Oui, moment de doute. Je crois, nous sommes en 87, quand il y a eu les accords de Badolite. Et bon, il y a eu Badolite 1, Badolite 2, quand ils sont arrivés au niveau de Badolite 2, ils ne se sont pas entendus avec Mobutu. Et Mobutu a tapé sur la table, Tshisekedi a tapé sur la table, ça a capoté. Et Mobutu va demander à son conseiller en matière de sécurité, dire allez, non, allez, prenez ces gens. Et à ce moment-là, Tshisekedi est resté ferme et ça n'a pas arrangé non plus ses pairs. Quand ils sont rentrés, ils rentrent et Ngalula, Pandangina, va nous appeler à Tchilundé, là où il était relégué. Nous étions de relégués. Mais il s'arrangeait avec le gouverneur Joseph Mpambe Moussangabekache, qui est encore vivant. Alors, pour que nous puissions quitter nos lieux là, donc il y a eu Ilunga Chipama, qui était à
Kabeya Kamwanga. Il y avait Mwamba Mukuna qui était avec moi à Kalambayi. Et moi-même, sous l'égide du général Floribert Dinanga Mukunza Kangouf. Et nous sommes allés à Mupompa, nuitamment. On arrive dans le camion de Dinanga où il y avait des sacs de braise. Nous sommes allés. On arrive à Mupompa. On a discuté pour le convaincre afin qu'il accepte de revenir sur les tables de négociation. On a discuté. Nous sommes arrivés vers 1h, 2h du matin jusqu'à 4h du matin. Et ce n'est qu'après qu'il va dire « Je me remets à la sagesse du vieux ». Et ce n'était pas facile. Donc c'était un homme qui, quand il a pris une position, pour le convaincre, ce n'était pas facile. Donc voilà le témoignage de ce que j'ai vécu avec Tshisekedi. Et nous sommes rentrés faire rapport en Galula. On a envoyé des documents à Kibasa pour que tout le monde puisse avoir la même compréhension de la chose. C'est ainsi qu'ils sont rentrés dans ce que j'ai appelé Badolite 3, à l'issue duquel ils ont signé les accords de Badolite. Et ces accords ont été signés en Bujimaï, sous ma présence, avec tant d'autres collègues avec qui nous étions relégués. Voilà. Alors, Crispin Kakwakar, essaie un peu de nous éclaircir tout petit peu sur son parcours académique, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines fois qui s'élèvent pour dire que le feu Étienne Tshisekedi n'était pas docteur, comme on l'appelle docteur. Il n'était pas docteur en droit. Est-ce vrai ou faux? Les gens racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. J'ai un document ici que vous pouvez vérifier. Donc ce document, c'est liste des diplômés. Liste des diplômés. Oui, de l'université Louvanium de Kinshasa, édité en 1970. Quand je vais à la page 7, on parle de faculté de droit, et on parle de doctorat, n'est-ce pas? Bon, à cette époque, il n'y avait pas de doctorat à thèse. Alors, quand ils terminaient, ils étaient déjà des docteurs en droit, conformément à l'arrêté royal du 5 juin 1959. Et ils n'ont terminé qu'à 2. Étienne Tshisekedi et Betty Hubert, un Camerounais. Voilà les deux premiers docteurs en droit de l'Ovanium. Alors, le document est là, je peux vous le passer, Bruno, vous pouvez jeter un coup d'œil, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ben, je vois là, et Tshisekedi Étienne. Voilà, de 60 en 61. 1960 à 1961. Oui. Ok. Oui. Vous voyez, les gens ne savent pas. Et regardez par exemple, il y avait les licences, la licence en 4 ans. Vous faites des années de candidature et des années de licence. Vous sortez licencié à cette époque-là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, il y a eu maintenant des licences en 5 ans. Vous voyez, parce que le système de licence de 4 ans s'est arrêté, si j'ai une bonne souvenance, en 76. Alors, maintenant, il y a eu des licences. Donc, la loi, la réforme de l'enseignement, alors avait consacré qu'il y ait des licences en 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, il y a des licences en 3 ans avec le système LMD. Alors, quand ils auront leur diplôme, ce sont des licenciés. C'est la loi qui fixait ça. Alors, pouvez-vous nous raconter un épisode précis qui illustre son attachement à l'état de droit? C'est effectivement, vous savez, il était juriste, n'est-ce pas? Et il savait bien que il faut que les droits humains puissent être respectés. Et comme on avait bafoué les droits humains, alors c'est comme ça qu'il est resté attaché à ce principe sacré de l'état de droit.
Il n'y a pas eu quelque chose de plus concret en termes d'actes. Prenez voilà, votre temps. Voilà, soyez... mais c'est ça. À la création d'un deuxième parti politique. Enfin, le multipartisme politique. Oui. Alors, comment gérait-il la répression, les arrestations et les pressions politiques? Un courage terrible. C'est par son courage qu'il gérait, il acceptait. Donc, il avait un don de soi, n'est-ce pas? Et il acceptait parce que lui ne voyait que le bien du Congolais. Ne voyait que la dignité du peuple congolais. Et alors? En quelle période était-il arrêté? Les arrestations? Oui. Ça a commencé en 80, d'abord en 80, quand ils se sont constitués en prisonniers. Lorsqu'on avait arrêté Pandangela, avec la lettre de 52 pages, la lettre mythique, je l'appelle lettre mythique et historique de 52 pages. Alors on les a arrêtés et ça a continué depuis 80. Depuis 80, il était toujours arrêté. Jusque quand le Kabila, le père, a pris le pouvoir. Il avait envoyé à Kabé Kamanga. Et en 85, nous sommes relégués et ils sont arrivés, on les a relégués en 86 encore, et à ce moment-là, avec toutes leurs familles, leurs enfants, leurs épouses. Voilà. Et nous sommes en 86. Oui. Éclaircis-nous un peu. Oui. Vous avez eu la chance ou la grâce d'être à côté de ces baobabs. Oui. Alors, dites-nous comment faisait-il? Admettons qu'on lui dit, les agents de l'ordre sont à la porte, ils sont venus vous arrêter. Comment réagissait-il à cette nouvelle? Il acceptait tout bonnement. Vous êtes venu m'arrêter. Il s'est rendu facilement à la justice. Oui, d'abord, il exigeait qu'il y ait un document. Mais ces gens-là venaient avec brutalité. Et il dit, bon, je suis là. Il s'est rendu facilement. Très facilement. Et une fois aux arrêts, oui. Il pouvait purger sa peine ou à un certain moment, il pouvait aussi dire qu'il est malade, solliciter l'évacuation vers l'étranger. N'a jamais sollicité d'aller se faire soigner en Europe pendant tout ce temps-là. Non. Avec les accords de Badodité, oui, on leur avait autorisé. Ça, c'est sur base des accords. Mais pendant la lutte, on l'arrête, il est banni dans n'importe quel coin du pays. Jamais Étienne a demandé d'aller se faire soigner en Europe. Jamais. Expliquez, c'était un peu comment? Il était vraiment emprisonné ou juste relégué dans son village natal? Mais relégué dans son village, est-ce qu'il avait il n'avait pas la liberté de mouvement? De mouvement, il n'en avait pas? Il n'avait pas la liberté de mouvement. Il restait et entouré de gendarmes à l'époque. Donc sous surveillance. Et de services sous surveillance. Résidence surveillée. Oui, bon, avec des agents de l'ANER ou AND à ses côtés. Il ne pouvait pas faire un quelconque mouvement. Ouais. Là, c'était avec Mobutu Oui, avec Mobutu. Même avec qui c'est? Laurent Désiré Kabila. Ouais. Et vous partagez avec lui tous ces moments, tous ces temps difficiles? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous étiez aussi traumatisé, vous aussi? Ah oui. Dérangé également? On a connu des perquisitions, on a perdu beaucoup de biens, on a été torturé chez Boulozi et même au Sénéri. Chez Boulozi, on vient vous réveiller à 5 h du matin, on dit, voyez comme elle a dit, l'outil là, ce sont des cordelettes. Oh. Ah oui, c'était comme ça. Oh. Oui, nous étions des brebis galaises. Donc vous aviez été arrêté avec Etienne Tshisekedi au Moulumba? Bon,
arrêté. Vous aviez connu l'arrestation tout en étant à côté de... Oui, bien sûr, en 82. Le 22 octobre 1982. Et puis le 21 octobre 1985. Puis après, relégué. Oui. Relégué Vous dans mon vouliez village. rester toujours loyal. Bien sûr. Cette lutte-là était une lutte noble. C'était quoi votre motivation? Nous étions des jeunes, n'est-ce pas? Et on comprenait que rien ne pouvait marcher dans le pays. Et ça ne pouvait marcher que s'il y avait... quelqu'un comme lui. Oui, voilà. Et un état de droit, puisqu'il défendait l'état de droit. Et nous voulons qu'il y ait le respect des droits humains. Alors, comment il faisait pour vous avoir avec lui vous savez, tous ces temps? Oui, c'est ce que je veux vous dire. Nous avons accepté... Qu'est-ce qu'il vous disait? Qu'est-ce qu'il vous disait Ah, qui vous rendait réellement captif? Le courage. Il nous léguait le courage. Il nous demandait que nous, puisque les jeunes puissent se prendre en charge. N'est-ce pas? Alors, c'était fantastique. Vous savez, quand on a adhéré, ce n'est pas que quelqu'un nous a poussé, tout ça. Non, non, non. Mais librement, à l'idéal. Ouais, l'idéal. Ouais. C'était une belle époque pour vous. Une très belle époque. Une très belle époque. Et imaginez-vous, hein, Oui. on acceptait. Je crois vous avoir dit autrefois. On vient dans mon bureau aux cliniques universitaires, on me dit, c'est vous, Gilbert Kankondé? J'ai dit non, c'est pas moi. Non, si c'est vous, Gilbert Kankondé, venez, venez. Donc des gens de l'ANER, enfin, ce que vous appelez aujourd'hui ANER. Oui. Alors, je quitte le bureau, je vais chez Kankondé pour lui dire, mon cher ami, on vous cherche pour vous arrêter. Au lieu de fuir, il accepte. Et on est venu l'arrêter. Oh. Nous sommes en 1984. Donc, monsieur comme Omer Kambala, combien de fois on est même à 2 heures du matin. Bon, on arrive, et il sait qu'on va venir m'arrêter. Il est là, il accepte l'arrestation. Et vos familles vous encourageaient à toujours être à côté de ces messieurs? Vous savez, au début, ce n'était pas facile. Hein? Au début, ce n'était pas facile pour que... Avec toutes ces arrestations. Imaginez-vous, on n'en avait que 27, 28 ans d'âge. Vous voyez, nos épouses étaient encore trop jeunes, on avait à peine 1 ou 2 enfants. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas facile. Mais dans mon cas, plus particulièrement, j'ai beaucoup aimé mes 2 grands frères quand j'étais relégué. Et ils me disaient toujours, vous êtes un homme, continuez. Il ne faut pas lâcher, vous ne serez pas tué. Et là, mes 2 grands frères là m'ont tellement encouragé que j'ai eu la passion de la politique. Alors dites-nous, au-delà du leader politique, quel homme était Étienne Tshisekedi dans la vie quotidienne? Un homme convivial, un homme qui aimait tout le monde, qui ne voulait pas toucher le sang de qui que ce soit. Jamais. Lui, c'était la non-violence. Donc, je me rappelle, un jour, j'avais eu une information. Maintenant, je peux parler, parce que personne ne peut me faire quoi que ce soit. J'avais un ami médecin qui avait son grand frère parmi les gens qui avaient mis un système de communication à la présidence de la République. Alors, quand nous amenions nos enfants au Mont en bas, où ils étudiaient, et il me prenait toujours dans sa voiture. On parle de mon cher ami. Voilà, il me donne toutes les informations. Je m'en vais à Limité chez Étienne. Je dis, bon, il y a tel cas, tel cas. On a parlé du cas de Monseigneur Mosengo ici, tout ça. Et il me dit, Crispin, vous savez, le canal Mosengo a été plébiscité par le peuple. Et si il commet des bévues, tel que vous le dites, ça, c'est le même peuple qui va les descendre. Vous voyez, ça m'avait marqué. Deuxièmement, lorsque
le premier commissaire d'État, Mpinga Kasenda, est mort dans un accident d'avion et tout ça. Il y avait des gens qui étaient contents. Alors nous nous retrouvons chez lui, il dit, mais vous savez que nous avons perdu et que nous n'aurons pas quelqu'un d'autre comme Mpinga Kasenda. Vous ne pouvez pas savoir, quand il était aux côtés de Mobutu, ce qu'il faisait. Vous voyez cet homme-là, qui pouvait dire non, ce sont les gens qui nous ont... et qui ne nous supportaient pas, qui nous ont créé des problèmes, tout ça. Non. Mais dites-nous un peu, mais aujourd'hui, Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, est défini comme un monsieur radical, trop logique. Donc, c'est seulement ce qui lui est considéré comme vrai qui devrait être d'application. Ouais. Il ne l'était pas réellement dans sa vie quotidienne. Toute sa vie, il était caractérisé par ce comportement-là. Un monsieur logique. Toujours. Vous comprenez? Même de par sa formation. Ouais. De par sa Beaucoup formation. de rigueur. Ça, c'était un homme... Je vous l'ai dit, c'était un homme énigmatique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes rigoureux, on vous traite de méchant. C'est ça le plus grand problème. Il a aussi connu ça. C'est ça il a aussi été traité de méchant. C'est ça le plus grand problème. Et ça, nous expérimentons ça dans l'exercice de nos fonctions. Et quand vous suivez la logique, les gens vous prennent pour un mauvais. Est-ce qu'à un certain moment, vous, personnellement, l'aviez-vous traité aussi de méchant? Etienne Tshisekedi? Oui. Par rapport à quoi? Parce que... dur. Dur, il l'était. Dur, il l'était. Je vous ai dit, quand il avait déjà une position, et pour les retirer de là, afin qu'il change sa position, ce n'était pas facile. Même pas son épouse? Donc, je n'entre pas dans la vie, mais il était comme ça. Il n'associait, je ne pense pas qu'il associait maman Marthe à ses prises de position. Non. Même son jeune frère, qui était évêque, Mulumba, et même ses enfants, ne voulaient pas de ce qu'il faisait. Et toute la famille lui demandait de cesser ça. Il avait son jeune frère qui était professeur d'université, Lusanu, et l'évêque Mulumba, tout le monde lui demandait, mais écoutez, vous ne pouvez pas laisser. Il ne pouvait pas, il n'écoutait personne. Ah bon? Il ne pouvait pas, parce qu'il avait déjà son choix. Donc personne n'avait le courage de les convaincre. Le voir, lui dire, les soucis de les faire revenir. Voilà, mais arriver à les convaincre, non, personne. Ça, je vous l'ai dit sincèrement. Ça, je peux le témoigner. Ah bon? Ouais. Mais c'était dur. C'était un monsieur terrible. Comment alors vous faisiez pour vivre avec un leader de ce genre? Je vous ai dit... Parce qu'aujourd'hui, avoir un tel leader, je ne vois pas 10 personnes rester tout autour de lui. Je vous dis, j'étais parmi des rares personnes, je dis bien, des rares personnes qui pouvaient lui dire quelque chose. À un moment donné, Etienne Tshisekedi parlait beaucoup. Parlait beaucoup. Finalement, nous lui avons dit de ne pas trop parler. Parce que quand vous parlez, vous montrez vos griffes. Oui. Et la personne, au lieu de vous tenir, va vous tenir sur le poignet. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il est resté mythique. Vous pouvez aller, vous lui dites quelque chose pour avoir son point de vue. Il vous dit, vous lui expliquez, vous lui dites, ah oui, c'est très bien. Mais alors, vous, par rapport à cette situation-là, comment vous voyez ça? Et vous-même, vous répondez à vos propres questions. Wow. Vous répondez à vos propres questions. Et vous sortez sans un point de vue d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ah bon? Oui. Beaucoup qui l'ont connu. De qui s'inspirait-il? Il tirait tout ça de qui?
Ah, il n'y a que lui qui pouvait, qui pouvait expliquer de qui il tirait ça. C'était un intello, on suppose qu'il lisait beaucoup des livres. Oh là là, alors, ça c'est quand vous entrez dans son bureau et c'était entouré de livres. Son modèle politique, c'était qui? Ah là, je ne saurais pas vous mentir, je ne saurais pas vous dire qui c'était. Moi... Même quand il parlait, il n'avait pas de références qu'il donnait. Non, il ne faut pas que je vous dise une fausseté. Moi, ils m'ont marqué, il y a lui, il y a Anatole Chambouy Makanda. Chambouy Makanda, il vous parle d'un principe ou d'une théorie, il vous dit, bon, allez, vous avez une chaise roulante, hein, il vous tire le livre, ou il vous demande de tirer tel livre, ouvrez à telle page, ce qui était vraiment... ouvrez à telle page, et vous lisez. Alors, ça m'avait beaucoup marqué. Ça, c'est Anatole Chambouy Makanda. Alors, tout comme lui, toujours entouré, tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était de lire. Pendant tout ce temps de relégation, mais vous dire qu'il s'inspirait, il s'inspirait de tel ou tel autre. Alors, il avait un modèle de personne. Crispin Kakwaka, dites-nous un peu, à quand remonte le phénomène ville morte? Le phénomène? Ville morte. Ah, les villes mortes ont commencé les années 83, 84, les années 90. Oui, là, nous n'étions que dans des villes mortes. Hein. Comment, pour toute la première fois, comment a-t-il fait? Était-il un poids politique de son temps? Comment il a fait pour donner les cultures, si je dis, voilà, ville morte, demain, personne ne va sortir, personne ne va ouvrir et la population pouvait obtempérer. Comment avait-il fait? Il suffisait qu'il lui dise un mot comme ça et personne ne pouvait faire le contraire. Rappelez-vous, je ne sais pas quel âge vous aviez, lorsqu'il est passé Premier ministre, c'était en 91, le Premier ministre élu de la Conférence nationale, lorsqu'il a demandé que tout celui qui détenait un véhicule de l'État, mais les gens allaient d'eux-mêmes remettre le véhicule à la primature. Donc il avait un charisme terrible que personne ne pouvait comprendre. C'était inné chez lui ou c'est venu avec l'expérience? Oui, ou avec l'âge? ça, je peux peut-être me permettre de le dire. Les gens qui l'ont connu quand il était encore étudiant, donc le professeur Kalenga Imboa, Raphaël Kalenga Imboa me disait toujours que le vieux est resté le même depuis que nous étions aux études. Puisqu'ils ont étudié au collège Bragmans de Campondé. Et quand vous allez dans ce collège-là, la première chose qu'on vous montre, c'est le palmarès, pour que vous puissiez voir le cursus de Tsen Tshisekedi. Moi, j'ai dirigé ce territoire, j'ai été administrateur territoire de Dibaya, où se trouvait ce collège, Bragmans de Campondé. Et quand dans mes itinérances, quand j'arrivais là-bas, d'abord pour la première fois, c'est ce qu'on m'avait présenté comme un souvenir de Tsen Tshisekedi. Alors à cette époque où il initie la pensée de la ville morte, on peut comprendre qu'il était extrêmement puissant politiquement. Bien sûr. C'est-à-dire que, je vous ai dit en un seul mot qu'il avait un charisme, que quand il lui disait quelque chose, personne ne pouvait s'opposer. Parce que tout le monde était déjà fatigué du pouvoir de Mobutu. Tout le monde. Oh. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'à cette période, la population était déjà fatiguée de Mobutu. Elle souhaitait le changement. Mobutu parte. Et alors, lui, il profitait de ça pour faire asseoir aussi son pouvoir. Il a été aux côtés de Mobutu. Vous savez, il était un opportuniste. Il a été aux côtés de Mobutu depuis ses études. Quand Mobutu les avait nommés commissaires généraux. Bon, et puis il a été co-auteur de la Constitution de 1967. Il a été
co-auteur de manifeste de Lancellet. Alors, c'est ce qui, tout ce qu'ils avaient prévu dans le manifeste, il a vu maintenant que Mobutu commettait une dérive. Et à ce moment-là, ça ne pouvait pas l'arranger. C'est comme ça, quelqu'un qui connaissait très bien Mobutu pour l'affaiblir. Alors, c'est comme ça qu'il pouvait organiser des villes mortes, des marches. Ouais. Et c'était resté jusqu'au jour où il va même quitter la terre des vivants. Oui, oui. Il était toujours une voix écoutée. Totalement écoutée. Et sa mort a ébranlé tout le peuple congolais. Le 1er février 2017. Wow. Alors, quel rôle jouait-il dans la formation et l'encadrement de jeunes militants ou jeunes combattants? Oui, de quelqu'un qui demandait à la jeunesse, n'est-ce pas, d'éviter les antivaleurs. Il demandait à la jeunesse de s'imprégner, n'est-ce pas, de s'imprégner de valeurs républicaines. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, il a joué un très grand rôle pour transformer la jeunesse et demander à la jeunesse de toujours se prendre en charge. Alors, Omer Kamba, l'histoire renseigne qu'il aurait mis sa vie en danger pour le feu Étienne Tshisekedi. Vous, personnellement, quel a été votre rapport à côté d'Étienne Tshisekedi? Bon, notre rapport, c'était de soutenir... Vous, personnellement? Oui, de soutenir tout ce qu'il nous demandait de faire. Donc, Omer Kamba, me séparer d'Omer Kamba, de Gilbert Kankondé, pour ne citer que ces deux-là, c'était très très difficile, puisqu'avec eux, c'est nous qui menions la barge. C'est nous qui menions la barge. Donc, nous étions des hommes à tout faire. Et quand il dit, je parle de tous les 13 parlementaires, hein, quand ils pouvaient concevoir une idée et tout ça, mais c'est nous qui mettions ça en application. Ah, voilà. Alors pour appliquer une idée, il faut avoir de moyens. Vous étiez le plus friqué de votre temps. Au contraire, mon cher. Le parti n'avait pas d'argent, mais d'abord même en clandestinité. Mais c'est à partir de nos petits avoirs, nos petits salaires de l'État, que nous avons fait beaucoup de choses. Mais à cette époque, les diamants faisaient rage, surtout que mais nous n'étions pas... Vous êtes ressortissants de la province où il y a beaucoup de... Il y avait des diamants, mais nous étions ici. Nous étions ici, on n'était pas dans nos diamants. Et pour faire nos diamants, il fallait avoir... Alors, qui vous finançait? Parce que tenir un meeting, il faut avoir des moyens. Qui vous finançait? Non, c'était spontané, mon frère. Avec vous, c'était spontané. Il n'y avait pas de tracts, il n'y avait pas d'affiches. Oui, les tracts, oui. Les tracts, je vous dis, nous utilisions nos moyens. Je vous assure, personne ne nous donnait l'argent. Nous utilisions, je vous avais dit autrefois, nous avons créé un laboratoire nous-mêmes et nous cotisons de l'argent. Je pouvais, par exemple, acheter des stenciles, j'amène une rame de papier. Alors, nous multiplions ça, on commence à larguer. On commence à larguer. Donc, c'était nos moyens personnels. D'ailleurs, D'ailleurs, je vous dis ce qu'Étienne Tshisekedi disait autrefois. Et il disait que pendant la lutte, je peux peut-être voir ce document-là. Donc, Étienne Tshisekedi, il disait que dans la lutte, personne n'a le devoir de payer ni de réclamer le salaire à quiconque, moi y compris. Quand nous aurons la victoire, chacun de nous trouvera son compte. Maintenant, nous avons le pouvoir. C'était un prophète. C'était un prophète. Je peux vous dire comment il prophétisait des choses. Mais par exemple, il nous dit, j'ai beaucoup d'enfants dont je ne connais pas ce qu'ils font dans leur vie. Au nom de la démocratie, je ne sais même pas
s'ils sont dans quel parti politique, néanmoins j'en ai un seul, Félix Tshisekedi. Wow. Donc, qui s'est débrouillé tant bien que mal. L'actuel chef de l'État. Oui, et il l'est devenu. Il est chef de l'État. Wow. Donc, à la mort d'Anaclet Chambouy Makandana, puisque c'est le premier des 13 parlementaires qui étaient décédés, qui a été empoisonné par les gens de Mobutu. Et à la mort, qu'est-ce que Étienne nous disait? Nous n'avons pas le temps de pleurer nos morts pendant la lutte. Nous avons juste le temps de les enterrer. Mais quand nous aurons le pouvoir, nous allons nous en souvenir pour organiser le deuil, pour pleurer nos martyrs. Chose qui a été réalisée le 21 août 2025 à Sainte-Anne. Nous avions organisé une messe pour pleurer nos morts. Et le président de la République. Alors quand le feu était là, dit que j'ai au moins un fils, et là il fait allusion à son... à Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel chef de l'État. Ouais. Nous pouvons comprendre par là que Félix a été encadré dès le plus jeune âge, et préparé même. Je vous ai dit que beaucoup de membres de sa famille ne voulaient pas ce qu'il faisait. Mais au moins quelqu'un qui était attaché, ça, qui suivait de plus près. C'était Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais le voix disent dans l'opinion que le feu Étienne Tshisekedi, il n'a jamais voulu que Félix fasse de la politique. Ah bon, ouais. Il n'avait jamais voulu que Félix Tshisekedi fasse de la politique. Nous sommes en politique. Hein. Oui. Qui peut exposer son enfant? Qui peut accepter d'exposer son enfant pour qu'il fasse ceci, pour qu'il puisse mourir? Donc il le couvrait, il ne pouvait pas l'exposer, il le couvrait. Mais dans l'entretemps, il le préparait. Oh. Voilà. Je ne pense pas que le président va me contredire, hein. Je ne pense pas. Alors selon vous, quel a été son plus grand combat politique? Le plus grand combat politique d'Étienne Tshisekedi, comment est-ce que vous pouvez poser une question de ce genre-là, puisque Étienne Tshisekedi a combattu pour la restauration de l'état de droit, d'un état de droit dans ce pays-ci. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, et la démocratie dans ce pays, toute sa vie, il l'a consacrée à la restauration d'un état de droit. Même si cet état de droit semble être à mal aujourd'hui. Non, ce n'est pas à mal. Ça, vous savez, mes frères, il faut. Mes frères doivent comprendre. L'état de droit est en souffrance, vous devez quand même l'admettre. Non. Les Congolais doivent comprendre. Aujourd'hui, les Quinois, pour parler que d'eux, ils ont du mal à circuler aujourd'hui, surtout quand il plaît. Oui, vous savez. Ils n'ont pas le droit de circuler. Non. Les bouchons, c'est partout. Ne voyez pas les choses comme ça parce que vous avez été victime. Sale aujourd'hui. Parce que vous avez été victime de bouchons. Kinshasa, très sale aujourd'hui. Merci beaucoup. Invivable. Je comprends tout ce monde qui dit ça, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. L'insécurité, n'en parlons même pas. Ils ne connaissent pas l'histoire de la ville de Kinshasa. Cette ville a été construite pour une population de 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 20 millions, plus de 20 millions d'habitants. Alors, c'est tout à fait normal que vous ayez toutes ces inondations qu'on sort. Et en plus, les mentalités du Congolais. Combien de fois on a curé en face de vous ici? On a curé le caniveau. Et quand vous avancez plus loin, vous trouvez qu'on jette tout là-bas. Et vous voulez que l'on fasse quoi? Ce qu'il faut faire, c'est changer les mentalités du Congolais. Le Congolais doit changer sa mentalité. Avec tout ce que le Quinois, avec tout ce que le peuple congolais réclame aujourd'hui, pouvons-nous ou pouvez-vous confirmer que Étienne Tshisekedi Mulumba a réellement achevé son combat? Oui, il nous a légué, n'est-ce pas, ce courage. Étienne, qu'est-ce que je peux dire? Vous voyez, quand vous allez dans la ville ici, vous constaterez que personne
n'a plus peur de quoi que ce soit. Je ne pouvais pas me permettre de venir à une chaîne comme la vôtre ici et parler de la politique dans ce pays. Mais c'est grâce à Étienne Tshisekedi, cet homme qui a incarné, n'est-ce pas, la dignité du peuple congolais. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, voilà ce qui fait... Étienne Tshisekedi, c'est un... Moi, je dis que c'est un esprit, pour le moment. C'est un esprit. Regardez, qui oublie Emery Patrice Lumumba aujourd'hui? Lumumba a donné le meilleur de lui-même. Il est mort pour ce peuple. Et Étienne Tshisekedi est mort pour ce peuple. Est mort pour ce peuple. Il a donné de sa vie pour ce peuple. Crispin Kakwaka Katombe, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Ouais. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Je vous lis la première question, elle est signée Eli Mugisho. Il dit: quel héritage politique laisse Étienne Tshisekedi Mulumba à la RDC aujourd'hui? L'héritage politique que Étienne Tshisekedi Mulumba laisse, d'abord, c'est un parti politique solide, formé et implanté dans l'ensemble du pays. Et même qui a des représentations dans le monde entier ici. Aussi un parti politique qui fait honte. On peut ajouter aussi ça. Qui fait honte, pourquoi? Qui fait honte, pourquoi? L'UDPS. L'UDPS, hein? Et à la tête de la ville-province de Kinshasa. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez dans quel état la ville se trouve. Vous ne m'avez pas donné l'occasion de vous dire que nous avons... Donc l'UDPS a pris le pouvoir dans un tout béant, a trouvé un tout béant. Et on fait un effort pour qu'on puisse relever le niveau. Et je vous dis, dites-moi mon cher ami, dites-moi, je préfère que quelqu'un soit avec moi, nous allons débattre avec lui. Quel est le président de la République qui a fait autant, dans peu de temps, comme Félix Antoine Tshisekedi, alors fils de l'UDPS? Dites-moi. Nous avons des universités maintenant dans nos différentes provinces qui n'existaient pas. Nous avons des routes secondaires dans cette ville. Et on a construit... Donc, mon cher, parce que les gens ne voient que le mal, les gens ne veulent pas voir le bien. Il est vrai que nous avons un problème réel. Et si j'étais conseiller aux côtés du président de la République, tout ce que je peux demander, c'est pour que nous puissions faire une nouvelle ville ici à Kinshasa. Avec l'UDPS, l'Est de la République est sous occupation. Ouvira récupéré par le FCM 23, tout ça avec l'UDPS. Mon cher ami, vous croyez que ces gens-là vont réellement malgré rester... les accords signés, les tueries continuent? Non, vous savez, les tueries continuent parce que ceux qui viennent tuer... L'héritage que le feu Étienne Tshisekedi Mulumba a légué à la RDC, c'est les partis politiques IDPS que vous qualifiez de solides. Oui. Oui. Et qui a... Donc voilà, ces gens qui meurent, ce ne sont pas les Congolais qui les tuent. Mais c'est un pays voisin. Un pays voisin qui soutient, qui vient nous agresser chez nous. Et qui crée de faux opposants. Okay. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et même ce pays-là est aussi soutenu par les pays européens. Donc, vous voyez ça là. On dit qu'on vient tuer comme si c'est les Congolais qui tuent les Congolais. Non. Mais il est vrai que nous devons nous organiser sur le plan militaire. Je vous lis la deuxième question. L'émission tend pratiquement à sa fin. La deuxième question, elle est signée Olga Mulamba. Olga demande, elle dit:
Est-ce que le feu Étienne Tshisekedi était-il soutenu par les multinationales? Soutenu par les multinationales, non. Hein. Au contraire, les multinationales viennent pour nous exploiter. Étienne Tshisekedi a mené un combat contre toutes ces histoires-là. Je vous ai dit, on a empoisonné Chamboué Makanda, mais qui l'a fait, ce sont ces multinationales. Étienne Tshisekedi qui lutte pour un état de droit et comment les multinationales qui viennent pour nous piller pouvaient les soutenir, non? Alors l'émission touche à sa fin. Crispin Kakwaka Katombe. Oui. Quel message aimeriez-vous transmettre à la jeune génération qui n'a pas connu Étienne Tshisekedi dans sa lutte? Les jeunes doivent faire ils doivent faire de l'héritage d'Étienne Tshisekedi un combat politique héroïque. Vous comprenez, n'est-ce pas? Contre les antivaleurs qui sont en vogue aujourd'hui, et surtout dans les milieux de pouvoir public, dans les milieux politiques de notre pays. Alors, donc, il a lutté contre la tyrannie, il a lutté contre la corruption. Les jeunes doivent s'imprégner de ça, donc pour ne pas être des tribalistes. Voilà le sens de la lutte qui fonde l'existence et la pérennité de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors si vous avez un dernier mot, quel serait-il? Le dernier mot, c'est comme je vous l'ai dit, que nous devons tous faire de la lutte d'Étienne Tshisekedi notre propre lutte pour le développement de notre pays. Crispin Kakwaka Katombe, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Bruno. Merci. Étienne Tshisekedi Wamulumba a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo par sa fidélité à l'état de droit, son courage et ses sacrifices. Il laisse un héritage de résistance et d'engagement citoyen. Aujourd'hui, son exemple interpelle la jeune génération. Défendre la démocratie, respecter les valeurs républicaines et porter les idéaux du peuple congolais, son combat continue et sa mémoire reste vivante dans nos cœurs et dans l'histoire du pays. Mesdames et messieurs, restez connectés à Bravo Télévision pour la suite des programmes. Ciao.